France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour en Irlande ce soir. And I do accept this nomination to serve as Taoiseach, and I commit to doing everything that I can to honour the trust that you have placed in me today. Il s'appelle Simon Harris, c'est lui qui vient de prêter serment. Ça s'est passé hier mardi. Bonsoir Christophe Gillissen. Bonsoir. Vous êtes professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'université de Caen, Normandie. Vous êtes en duplex de France Bleu Normandie. On remercie nos amis de vous accueillir. Tiens, d'abord, j'ai une petite curiosité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on prononce, on l'a à peine entendu, Premier ministre en Irlande ? Alors, le terme gaélique, c'est Taoiseach. Voilà. Taoiseach, c'est ce qu'on vient d'entendre. Alors on sait si peu de choses de l'Irlande au fond, Christophe Gillissen, sur cette République d'Irlande, en tout cas de très grandes lignes dont certaines ont ressurgi après le Brexit. On s'est remis à parler de réunification, on connaît un système fiscal avantageux autour des GAFAM, on a suivi de loin des mouvements de protestation qui ont pu être extrêmement forts autour du climat, mais pas seulement. On parle de politique de logement insoluble. Il y a beaucoup de choses avec un Premier ministre aujourd'hui qui est le plus jeune de cette République. On lit beaucoup que c'est une république en vent contraire. Est-ce que c'est comme ça que vous la définiriez aujourd'hui ? Ah oui, aujourd'hui la situation est compliquée, il n'y a pas de doute. Comme beaucoup d'autres pays, il y a un contexte international qui n'est pas facile avec les prix de l'énergie, avec les problèmes d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, les difficultés au Proche-Orient et j'en passe. Mais en Irlande, il y a peut-être une acuité particulière de ces difficultés liées en particulier au problème du logement et des services publics, notamment la santé. Il est à la tête, ce nouveau Premier ministre Simon Harris, on reviendra au logement dans un instant, d'une coalition de centre-droit pour aller vite, avec des inégalités structurelles. Vous avez parlé de cette crise du logement. Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur des gens désenchantés chez les Irlandais. Est-ce que là aussi, c'est un mot qui semble convenir à l'Irlande d'aujourd'hui ? Sans doute, il y a oui, il me semble que c'est un mot assez juste pour décrire cette situation. Il y a peut-être un sentiment de transition. Il y avait eu cette crise sanitaire comme partout. Il y avait eu la crise du Brexit qui a duré des années. Vous vous souvenez de ces pourparlers interminables. Alors tout ça a été surmonté et là, les Irlandais se posent peut-être la question de l'avenir puisqu'on a depuis 2020, une coalition complètement inédite, c'est-à-dire que les deux grands partis politiques ennemis, rivaux depuis un siècle, depuis la fondation de l'État irlandais, se sont retrouvés dans une coalition pour barrer la route à un parti qui émerge fortement depuis plusieurs années, le Sinn Féin, qui est au pouvoir en Irlande du Nord, qui était par le passé la vitrine politique de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui a donc abandonné les armes depuis plus de 25 ans, mais qui connaît une poussée assez forte. Et si ce Sinn Féin arrivait au pouvoir à Dublin également, ce serait un bouleversement considérable. Et donc pour les partis politiques traditionnels, il est important de tout faire pour convaincre les électeurs de continuer à les soutenir, mais ce n'est pas gagné. C'est quoi le Sinn Féin aujourd'hui pour la République d'Irlande ? Est-ce que c'est une poussée, je ne sais pas où on peut les comparer, est-ce que c'est une poussée à la Podemos à une période, une poussée à la Syriza en Grèce ? C'est une poussée qui ressemble à quoi ? Alors effectivement, c'est une poussée très marquée à gauche. Le Sinn Féin au Parlement européen siège dans le même groupe que la France insoumise, par exemple. Et il dénonce une politique du logement, une politique de santé tout à fait insuffisante. C'est ce qui explique leur succès en grande partie. Mais ils ont également une composante additionnelle, spécifique, qui est ce projet donc de réunifier l'Irlande, de mettre un terme à la partition de l'île qui remonte à 1920. Et est-ce que ça parle aux Irlandais, cette réunification ? Je me souviens très bien qu'on en a parlé au moment du Brexit. Effectivement, c'était revenu. Lors de sa prise de fonction, le nouveau Premier ministre, lui, a dit que c'était pas vraiment une priorité. Donc au fond, les Irlandais, eux, ils en sont où ?
Alors, si vous posez la question, la plupart des Irlandais vous répondront oui à la réunification. Dès qu'on entre dans le détail, combien ça peut coûter, qu'est-ce que ça suppose comme changement, comme effort, on voit que les réponses sont beaucoup plus hésitantes, donc ce n'est pas un oui franc et massif. Et je pense que le propos du nouveau Premier ministre tient au fait que pour la plupart des Irlandais, la priorité, ce n'est pas la réunification, ça viendra en son temps, mais pas tout de suite. La priorité aujourd'hui, c'est la santé, c'est le logement, etc. Et c'est vrai que santé et logement, c'est ce qui revient tout le temps, Christophe Gélissen. Pour donner un chiffre, un studio à Dublin, on est autour de 2000 € et parfois plus. J'ai lu que 68% des 25-29 ans vivaient encore chez leurs parents. 68%, la moyenne européenne, elle tourne autour de 42%. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays pour que ça semble inextricable, cette histoire de logement ? Alors, je crois qu'il faut remonter à la grande crise financière 2008. L'Irlande s'est retrouvée dans une situation peu enviable. Elle est arrivée en faillite. Elle a dû faire appel au Fonds monétaire international. C'était un pays sous tutelle, comme l'était la Grèce. Voilà, exactement. Et du coup, avant cette crise, l'Irlande construisait des logements neufs à tour de bras. Il y en avait 90 000 construits chaque année en moyenne. Pendant plusieurs années, c'est tombé à 0. Et on a vu de nombreux lotissements où le chantier s'est arrêté du jour au lendemain. Et aujourd'hui, on parle de lotissements fantômes. Après la crise, la situation s'est améliorée petit à petit. Mais aujourd'hui, vous voyez, le gouvernement fait des promesses d'arriver à 30 000 constructions de logements nouveaux par an. Donc, il y a eu un retard colossal qui a été accumulé. Et dans le même temps, après la fin de la crise économique, il y a eu un essor économique relatif. Enfin, ça allait beaucoup mieux. Et du coup, il y a eu une immigration assez élevée, des gens qui venaient chercher du travail et qui étaient accueillis pour cela. Et depuis février 2022, il y a eu un afflux de réfugiés ukrainiens qui apprécient énormément l'accueil qui leur est réservé en Irlande. Mais l'Irlande s'est retrouvée un peu dépassée par tout cela. C'est-à-dire que... Et un vrai retour de bâton avec des manifestations anti-immigration, des choses qu'on avait rarement vues, peut-être même jamais vues en Irlande, Christophe Gélissen ? Alors, il faut remonter très très loin dans le passé pour trouver des événements comme ces émeutes à Dublin au mois de novembre dernier qui effectivement ont causé la consternation, la surprise. Il semblerait donc qu'il y ait effectivement une situation difficile pour beaucoup d'Irlandais qui ont du mal à se loger ou dans des conditions que vous avez rappelées à l'instant. Et puis lorsqu'ils voient des centres d'accueil de migrants et au bout d'un moment ça passe mal. Et puis vous avez aussi des personnes malveillantes qui essayent de tirer les ficelles et de provoquer des émeutes avec les réseaux sociaux pour des objectifs peu avouables. Mais est-ce que ça veut dire, Christophe Gélissen, que à côté de la montée du Sinn Féin dont vous nous avez parlé, qui est donc vraiment très à gauche de l'échiquier, il y a aussi une montée, et comme partout en Europe, d'une extrême droite? Est-ce que ça existe aussi, et surtout ça se traduit comment? Alors, pour l'instant, c'est très marginal parce que le Sinn Féin capte le vote protestataire, qui est à la base du succès de beaucoup de formations d'extrême droite ailleurs en Europe. Donc pour l'instant, en Irlande, ça reste marginal, mais c'est parce que le Sinn Féin est là. Et si jamais, par exemple, il arrivait au pouvoir, il ne capterait plus le vote protestataire au bout d'un moment. À ce moment-là, peut-être que les conditions seraient réunies pour l'émergence d'une formation située à l'opposé de l'échiquier politique. Oui. Et il arriverait au pouvoir d'ailleurs. Est-ce que c'est une probabilité pour qu'il y arrive seul, ou est-ce qu'il n'y aura d'autre choix que d'entrer en coalition avec d'autres, et est-ce que ça semble possible ? Alors, c'est le nœud du problème. C'est-à-dire qu'effectivement, avec un système comme celui utilisé en Irlande, une forme de proportionnel, on sait que le Sinn Féin va arriver en première position, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2020. Mais il n'aura pas la majorité absolue au Parlement tout seul. Il lui faudra trouver des partenaires. Est-ce qu'il en trouvera ? Pour l'instant, il est encore considéré comme infréquentable par plusieurs formations, mais
il y aura des tractations, il y aura des négociations. Ça dépendra de ce qui leur manque pour arriver à la majorité absolue. Si c'est juste une poignée de députés, ils les trouveront, je pense. Il y aura toujours des indépendants, si l'écart est plus important, ils vont se retrouver en tête, mais seuls et incapables de gouverner. Est-ce que ça veut dire que on sent bien où sont les préoccupations des Irlandais aujourd'hui, Christophe Gillissen? Est-ce que ça veut dire que les élections européennes à venir sont réellement une échéance et qu'elles montreront une direction dans laquelle va l'Irlande aujourd'hui, ou est-ce que on se dit qu'au contraire il y a une vraie indifférence et il risque d'y avoir d'ailleurs un taux de participation très faible? Alors, les élections européennes en Irlande comme ailleurs en Europe sont des élections de second ordre. Ouais. Ce ne sont pas des élections considérées comme essentielles, comme une élection générale. Et c'est pas de fausses élections nationales comme ça l'est chez nous, par exemple? Alors, il y a un peu le même phénomène, une abstention un peu plus élevée, un vote protestataire plus fort, un vote sanction contre le parti au pouvoir. C'est ce qui se profile dans les sondages. Le Fine Gael, c'est-à-dire le parti dirigé par le nouveau Premier ministre, pourrait perdre 3 sièges. Alors 3 sièges, ça semble peu, mais il faut rappeler qu'à l'échelle de l'Irlande, ils n'ont que 14 sièges au total pour l'ensemble du pays. Le Fine Gael en avait remporté 5 en 2019. Il pourrait se retrouver avec 2 seulement au mois de juin, et ce serait un désaveu assez cinglant. On la suit, cette petite République d'Irlande, et voir un peu comment les choses tourneront pour les Européennes, mais aussi, on l'a bien compris grâce à vous, Christophe Gillissen. Après, merci beaucoup, vous êtes professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'université de Caen, Normandie. Merci encore à nos amis à Caen. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe au Maroc, au cœur de l'Atlas. C'est là qu'on envoie les candidats à l'exil. On les éloigne de la mer pour les empêcher de prendre la route vers l'Espagne. Et pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufresne sous les radars. En Chine, où les gamers sont en joie, ils vont de nouveau pouvoir jouer à World of Warcraft sur leur PC. Le Monde à 18h50 et Antoine Malo. Bonsoir Antoine. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Le Pipergate, c'est la nouvelle affaire qui empoisonne la campagne de la présidente de la Commission européenne. Et le cinéma en VO avec Corinne Pellissier. Salut Corinne. Bonsoir. On parle aujourd'hui du nouveau film de Ryosuke Hamaguchi, Le mal n'existe pas, une fable écolo qui va en même temps vous séduire par sa beauté formelle et vous briser le cœur. Ah, tu verras tout de suite, tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par la Belgique, extrait du nouvel album à sortir le mois prochain de Jay Bernhardt. Taxi, c'est le titre, avec un concert prévu à la Boule Noire à la fin du mois de mai, le 27. Drive me to a point of no return. There's a night shop and a gas station to the right at the next turn. Please don't turn on the music, I need to empty my head. Need some road noise to reflect on everything she just said. I am not mad, I'm just sad. I've been paying attention, so you've gotta point my back. Just give it some rest, give it some time. Well, in the end, there's nothing that fucks you harder than time. Did you give it your all? Give it your all. Did I give it my all? Give it my all. 2 and 2 now makes 5, and I wanna count again. Right from the start till it makes sense in the end. On to the next town, and don't look behind. But watch out, it's just a crash waiting to happen. Did you give it your all? Give it your all. Was I ever yours?
Did you give it your all? Give it your all. Did I give it my all? Give it my all. So when I called you mine, was I ever yours? When I called you mine, was I ever yours? Nous sommes au Maroc, où les candidats à l'exil vers l'Europe sont toujours aussi nombreux, mais où désormais les routes vers l'Espagne, par les Canaries, par le détroit de Gibraltar, sont extrêmement surveillées. Les migrants sont même régulièrement éloignés, manu militari, des zones proches des frontières vers le centre du pays. Par exemple, à Beni Mellal, c'est une ville étudiante et agricole au cœur de l'Atlas. Donc on est très loin de la mer. Le reste, c'est Victor Moria qui raconte. Il suffit de se balader dans les principales artères de la ville pour repérer Pierre-Olivier. Ce Camerounais d'une quarantaine d'années est avec plusieurs camarades à un feu rouge d'un carrefour. Comme beaucoup de subsahariens ici, il doit mendier pour survivre. Pierre-Olivier a tout tenté pour rejoindre l'Europe, y compris la traversée vers les Canaries au départ du Sahara occidental. Voilà, j'ai essayé toujours vers les îles des Canaries. Malheureusement, il y a eu toujours naufrage, sur quoi je suis sorti, j'étais rescapé. Il y a eu une déportation où on arrêtait tous les immigrés pour les faire partie de l'Aïoun parce qu'il y avait déjà trop d'immigrés qui venaient là-bas pour pouvoir traverser vers les Canaries. Et quand on les arrête, on les rejette de ce côté de Beni Mellal et diverses villes. Donc les raisons pour lesquelles je me suis retrouvé ici, j'étais arrêté par la police et ils m'ont jeté ici à Beni Mellal. Adamou n'a pas eu le temps d'essayer de franchir la frontière avec l'Europe. À son arrivée au Maroc, il affirme que ses documents d'identité lui ont été confisqués par la police aux frontières. Il vient lui aussi du Cameroun, mais anglophone, et souhaitait demander le statut de réfugié. Nous sommes des bannis, des illégaux sans papiers qui ne peuvent pas aller dans les grandes villes. Je voudrais récupérer mes papiers et m'enregistrer comme réfugié. Mais le bureau est à Rabat. Je ne peux même pas prendre un taxi pour y aller. Sur le chemin, la police fait des contrôles. Ils m'ont arrêté et renvoyé ici. Je suis coincé, c'est comme une prison à ciel ouvert. On ne peut rien faire, on ne peut aller nulle part. Découragés par cette situation, les candidats à l'exil choisissent parfois de s'installer pour quelque temps sur place, mais trouver du travail, explique Bayo Paul Dacco, médiateur culturel de l'ONG italienne Progetto Mundo, n'est pas toujours chose aisée. Des personnes qui ont plus ou moins une certaine proximité culturelle avec la population marocaine, comme les Soudanais par exemple, ça peut plus ou moins être facile. Et d'autres personnes, ça peut être un peu plus compliqué. Mais en général, les personnes travaillent sur les chantiers en tant que manœuvre ou bien dans les champs d'olives ou d'agrumes. Adamou fait partie de ceux qui ne parlent que peu le français et pas du tout l'arabe. Quand il demande du travail, on lui ferme la porte au nez. Il n'y a pas d'opportunité pour nous, rien pour gagner notre vie. Si on va dans un endroit pour demander du travail, on nous répond qu'il n'y en a pas. Si on demande où est le patron, on nous répond que le patron n'est pas là. Pourtant, je le vois, je sais qu'il est là. Mais non, officiellement, il n'y a jamais personne. Tout cela a des conséquences sur la santé mentale des migrants. Plusieurs d'entre eux nous ont affirmé que certains de leurs amis étaient devenus fous, soit après un passage en prison, soit à force d'errer dans la rue. Le diocèse de Beni Mellal et l'association Caritas leur apportent une aide alimentaire ou sanitaire. Mais selon Sœur Julie, ils n'ont qu'une obsession, partir. En général, ceux que nous recevons ici, leur besoin, c'est d'avoir quelque chose pour quitter ici. Puisqu'ils n'ont pas choisi Beni Mellal. On les a refoulés, donc quand on leur donne les bons alimentaires, ils sont très contents et ils retournent. Mais à côté de ça, il y a certains qui ne sont pas bien, leur morale n'est pas vraiment haut parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette situation. D'autres, comme Moussa, ont choisi une autre voie. Le jeune homme de 25 ans fabrique lui-même des bijoux qu'il vend tous les jours au marché. Après 4 ans de tentatives, il dort aujourd'hui dans son propre appartement et rêve désormais d'un avenir au Maroc. Pour aller en Europe, c'est très difficile. Et je me retrouve peut-être en train de perdre 10 ans de ma vie comme ça. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire?
est-ce que c'est pas mieux de chercher à m'intégrer dans la société marocaine et voir comment, avec le temps, si j'ai peut-être une carte de séjour, je peux commencer peut-être à faire le commerce international. Depuis le renforcement des contrôles aux frontières européennes en 2022, de plus en plus de candidats à l'exil envisagent, comme Moussa, de s'installer au Maroc ou de rentrer chez eux. Victor Moria pour le reportage au Maroc. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars et comme chaque soir, rattrapée au vol par Kevin Dufraîche. Familiares y amigos despidieron a Florencia. Et nous sommes d'abord en Argentine, Kevin, où un féminicide fait la une depuis plusieurs jours. Oui, un féminicide plus médiatisé que les autres parce que c'est une joueuse de football bien connue là-bas qui a été tuée par son conjoint. Elle s'appelle Florencia Guinazziu. Elle avait 30 ans, 2 enfants. Samedi matin, à leur domicile, l'assassin l'a roué de coups et étranglé, puis il s'est pendu. Juste avant, il a écrit sur une des fenêtres du domicile « Appelez les secours, les enfants sont seuls ». Un voisin frappe alors à la porte. C'est un petit garçon de 7 ans qui lui ouvre. La chambre de ses parents était fermée à clé. Il n'a rien vu. Un drame d'autant plus terrible que Florencia Guinazziu avait demandé en fin d'année dernière une mesure d'éloignement contre son conjoint violent qui refusait de quitter la maison. Ni una menos, pas une de plus, écrit son club de Mendoza sur les réseaux sociaux, reprenant le célèbre slogan féministe dans un pays où 308 femmes ont été tuées l'an dernier par leur conjoint ou ex-conjoint. Et nous voici maintenant en Allemagne où les conservateurs continuent de s'en prendre à la légalisation du cannabis. Oui, notamment la Bavière, historiquement dirigée par la CSU. Son ministre-président disait encore lundi qu'après la marijuana, on va légaliser la cocaïne, le LSD et puis quoi encore ? Markus Söder, qui dans sa lutte contre cette mesure mise en place par le gouvernement fédéral de centre-gauche, promet d'interdire le cannabis lors de l'Oktoberfest, la fameuse fête de la bière de Munich, ne sera pas, je cite le dirigeant bavarois, un paradis pour fumeurs de joints, fermez les guillemets. Ses adversaires lui répondent que selon lui, donc, on peut boire des litres de bière et finir ivre-mort mais pas fumer. La Bavière ne veut pas s'arrêter là, puisque les autorités parlent de créer des zones sans cannabis au niveau municipal, dans les parcs par exemple. Sauf que ça existe déjà, puisqu'il est interdit, selon la loi qui vient d'être adoptée, de consommer du cannabis à moins de 100 mètres d'une école, d'un stade ou dans les rues piétonnes, sous peine de lourdes amendes. 再次需要你的光芒。 Et puis enfin, nous voici en Chine où les amateurs de jeux vidéo ont le sourire. Et oui, parce que plusieurs jeux en ligne très populaires vont faire leur retour dans le pays après près de 2 ans d'absence, dont World of Warcraft avec ses orques, ses elfes et leurs sorts surpuissants, ou encore Overwatch, jeu de tir qui rassemble plus de 25 millions de fidèles chaque mois dans le monde. Des licences éditées par le studio américain Blizzard qui propose ces jeux en Chine depuis 2008. Sauf que pour avoir accès au marché chinois, il faut s'associer avec un partenaire local. Et en novembre 2022, le contrat entre Blizzard et NetEase n'avait pas été renouvelé, mais au bout d'1 an et demi de négociation, c'est donc bon. Les 2 studios se remarient, les jeux seront de nouveau accessibles cet été et Blizzard peut se frotter les mains puisqu'il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'on joue plus aux jeux vidéo qu'en Chine. Près de 60% des adultes y passent, tenez-vous bien, plus de 6 heures par semaine. Alors que si je ne m'abuse, l'usage des écrans pour les enfants a été extrêmement restreint. Les mineurs n'ont pas le droit de jouer plus d'1 heure par jour. Voilà, bravo les adultes. À demain, Kevin, vous partez en repassant par l'Allemagne, tiens, avec Nina Hagen. Nature traîneuse, c'est le titre, extrait du premier album de la chanteuse allemande, c'était en 1978. À tout de suite. Offenes Fenster präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst. Meine Nase friert und par Auspuffrohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sieh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel, flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich tu einfach weiter flennen.
Nina Hagen, donc Natour Traîneux sur France Inter. Je vous signale que c'est Djoubaka qui programme la musique sur cette émission. Je dis ça pour les remerciements, pour les étonnements ou pour les plaintes. Faut voir. Allez, Le Monde à 18h50, c'est Antoine Malo. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Antoine, ce soir, vous nous parlez d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui vient tout juste de lancer sa campagne pour être reconduite à son poste. Et on peut pas dire que ça ait très bien commencé. Plus mal, ce serait compliqué, Fabienne. Pourtant, la chef de l'exécutif européen avait prévu une campagne à minima, avec des prises de parole limitées. Mais rien ne se passe comme prévu, parce que la responsable allemande de 65 ans se retrouve mêlée à un mini-scandale à Bruxelles. À ce sujet, est-ce que vous connaissez Markus Pieper, Fabienne? Alors, pas du tout. Oui, rassurez-vous, personne ou presque ne le connaît. C'est pourtant cet eurodéputé allemand qui a été intronisé fin janvier, représentant de l'Union européenne pour les PME. C'est un poste nouvellement créé et très rémunérateur, 17 000 € par mois. En fait, c'est plus le processus qui a conduit à sa nomination qui pose question, parce que dans les épreuves de sélection, Pieper a fini derrière 2 autres candidates. Forcément, il y a des soupçons de favoritisme. Les adversaires de von der Leyen disent qu'elle l'aurait choisi parce qu'ils appartiennent au même parti, la CDU allemande. Le cabinet de la présidente réfute, bien sûr, mais ce Piepergate sème un beau bazar à Bruxelles jusqu'au sein même de la Commission. Et donc, c'est-à-dire ? Il y a 4 commissaires qui ont publiquement demandé des explications à leur présidente dans une lettre envoyée fin mars. Parmi eux, il y a des vrais poids lourds, comme l'espagnol Josep Borrell, qui est tout de même le patron de la diplomatie européenne, ou le français Thierry Breton, en charge du marché intérieur. Ces 4-là ont fait en sorte que le sujet soit discuté aujourd'hui à la réunion du Collège des commissaires. Et demain, ce sera devant le Parlement européen qu'il faudra s'expliquer, puisque des députés ont obtenu que la question soit débattue. Forcément, toute cette affaire affaiblit von der Leyen. Surtout qu'elle est déjà empêtrée dans une autre affaire concernant les contrats passés avec Pfizer pendant la crise du Covid. Et que sa candidature pour un nouveau mandat n'a été soutenue que du bout des lèvres par sa famille politique, la droite, regroupée au sein du Parti populaire européen. Oui, et puis surtout, cette affaire Pieper, Antoine, arrive alors qu'il y a des dossiers un peu plus urgents à régler. Oui, à commencer par ce pacte migration et asile qui vient tout juste d'être adopté au Parlement européen. Mais ça s'est fait dans la douleur parce qu'il est jugé trop coercitif par la gauche et trop permissif par l'extrême droite et une partie de la droite. En tout cas, von der Leyen et la Commission, qui travaillent dessus depuis des années, ont été sous le feu roulant des critiques ces derniers jours. Et puis, le cas Markus Pieper survient en pleine campagne des européennes. Les populistes et souverainistes qui ont le vent en poupe vont avoir beau jeu de s'en servir. Il leur sera facile de dénoncer le fonctionnement opaque de l'UE, de caricaturer cette Europe des petits arrangements entre amis. En clair, avec cette polémique, von der Leyen ne sert pas vraiment les institutions qu'elle représente. C'est ce qu'on appelle se tirer une belle balle dans le pied. Antoine Malo pour Le Monde à 18h50. Merci beaucoup, vous reviendrez demain. Le cinéma en VO comme chaque mercredi avec Corinne Pellissier. France Inter. Un jour dans le monde.
じゃああれは松あれはカラマツ鹿の食べた後。 Le cinéma en VO, Corinne, ce soir avec un entretien avec la nouvelle star du cinéma japonais, vraiment récompensée d'un Oscar pour son précédent film, c'était Drive My Car. Grand prix du jury à la Mostra de Venise avec son nouveau film qui sort aujourd'hui, Le mal n'existe pas. Il s'appelle Ryosuke Hamaguchi et il nous emmène cette fois dans un village près de Tokyo à l'aube de grands bouleversements avec l'arrivée dans les parages d'un camping de luxe. Son film le plus politique peut-être à ce jour, dites-vous. Ouais, comme toujours avec Hamaguchi, un film très beau, très délicat, en forme cette fois de fable écolo qui lui a été inspiré par un séjour passé dans le village de la compositrice du film Drive My Car, Eko Ishibashi. Elle lui avait demandé de mettre en image son prochain live et le fait de se retrouver comme ça des années-lumière de son quotidien, lui très urbain, ça l'a énormément stimulé, fait réfléchir à la fragilité des choses, à la relation avec la nature, pas toujours facile à équilibrer. Son film raconte l'histoire d'un père et d'une fille, au quotidien plutôt modeste, dans une communauté où tout le monde coupe ses bûches, ramasse dans les bois du wasabi sauvage pour faire des soupes. Et tout à coup, un projet venu de la ville s'apprête à semer la zizanie, un camping de luxe qui arrive à leur porte, au potentiel très instagrammable, mais aux conséquences qui s'annoncent désastreuses pour la qualité de l'eau, pour l'environnement. Un sujet à connotation très politique qui reflète, comme aucun film d'Hamaguchi, ses préoccupations de citoyens. Je n'avais pas d'intention politique au départ, ou je ne voulais pas faire porter au film un message politique en particulier. Néanmoins, je crois que dans notre vie, tout est politique. Ce qu'on va acheter est politique, ce qu'on va choisir de dire ou de ne pas dire, finalement, a une portée politique. Et si, dans ce film-ci, la dimension politique est peut-être plus forte qu'auparavant, c'est peut-être parce que, au quotidien, mes préoccupations sont peut-être plus versées, je ne sais pas, dans l'angoisse peut-être, dans l'incertitude, dans l'appréhension que je peux avoir de cette société dans laquelle on vit aujourd'hui. En tant qu'être humain vivant sur cette planète, le mieux que je puisse faire, c'est peut-être de faire attention à la façon dont je vis précisément dans cette société qui est donc culture. Je crois qu'il faut que je fasse le maximum pour ne pas abîmer ce qui est de l'ordre de la nature. Et donc, si ça implique que je contienne mon mode de vie, eh bien, je crois que ça, c'est de ma responsabilité et je pense que c'est ce à quoi j'essaye de m'atteler au quotidien. Donc Corinne, il y a donc cette dimension politique effectivement dans le film, mais ce que vous dites surtout, c'est qu'il ne faut pas se laisser déconcentrer parce que le message est ailleurs. C'est un film en fait rempli de surprises dans la mise en scène, dans le scénario. Hamaguchi brouille les pistes, rompt le rythme en permanence, en alternant le contemplatif sous la forme de beaux plans séquences dans les arbres et la violence très concrète des hommes, des animaux, le cerf blessé qui se fait dangereux ou ces communicants obnubilés par l'argent chargés de mener une réunion publique. Critique sans doute d'une société capitaliste, mais pas seulement. Ne vous fiez pas aux apparences, nous dit Hamaguchi. Le titre du film est un indice. Ce titre, à vrai dire, il m'est venu de façon assez spontanée au moment où j'ai découvert cette nature, puisque quand j'ai commencé à faire des recherches, on était en plein hiver, la nature est extrêmement rude, rigoureuse, les températures peuvent vraiment descendre à moins 10 degrés par exemple en dessous de zéro, et donc on peut imaginer que si on reste plusieurs heures dans cette nature sans bouger, on pourrait en mourir, ce qui veut dire que la nature peut avoir une forme de violence à l'égard de l'être humain, et pourtant à aucun moment on ne se dit que c'est mal intentionné de sa part, c'est-à-dire le mal n'existe pas au sens premier. C'est vraiment ce qui m'est venu au moment où j'ai commencé à travailler sur ce projet, et il se trouve qu'une fois que l'histoire m'est venue, je me suis rendu compte que c'était un titre qui avait des résonances très fortes avec le contenu du film, et donc ça m'intéressait non pas de façon très pédagogique de proposer aux spectateurs de s'interroger, mais en tout cas l'idée du trouble que ça peut créer et de effectivement des questions que ça peut susciter me semblait très intéressante, et donc c'est pour ça que j'ai choisi de garder le titre pour le film au final. Pardon, le titre s'appelle c'est Le mal n'existe pas, signé donc de Ryosuke Hamaguchi. C'est au cinéma ce mardi, et Corinne, c'est un film France Inter et c'est bien de le dire. Merci beaucoup, vous reviendrez pour la peine la semaine prochaine, le 18-20. La suite, c'est le journal de 19h et ce sera avec Céline Aslo, et puis juste après, bien sûr, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne. Rédactrice en chef du 18-20 cette semaine. Fabienne, ce soir on est heureux d'accueillir Madame Hoffman et Sébastien Lifshift. Et Madame Hoffman, c'est Sylvie Hoffman
Hoffmann, 40 ans au service des malades comme infirmière. Elle est devenue en quelque sorte le visage de la crise de l'hôpital public sous l'œil de la caméra du documentariste Sébastien Lifschift. Il l'a filmé pendant sa dernière année au sein du service d'oncologie de l'hôpital Nord à Marseille, avec ses fatigues, l'inquiétude de ceux qui la voyaient partir à la retraite, l'inquiétude de ne pas voir la relève, un parcours qui vous parle. Pascal, gynécologue en Haute-Savoie, décrit des maternités où on ne trouve pas de remplaçants ni de candidats, où les équipes sont épuisées. Sylvie, infirmière libérale, elle aussi dit que tout se dégrade, même les soins à domicile. Alors soignants, patients, on attend vos témoignages sur cet hôpital auquel nous tenons tant mais qui parfois vacille. Et ça se passe bien sûr pour dialoguer avec nous, avec Sylvie Hoffmann, avec Sébastien Lifschift au 01 45 24 7000. C'est le même chemin, comme vous le savez, pour vos messages écrits et vos notes vocales sur WhatsApp.